Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Et c'est un coup de tonnerre politique. Nicolas Sarkozy démissionne du Conseil constitutionnel après le rejet par cette même instance de son compte de campagne 2012. L'ancien président dit vouloir retrouver sa liberté de parole. La décision des sages est aussi un coup de massue pour le principal parti d'opposition en danger financièrement. Jean-François Copé lance un appel très solennel à une souscription nationale pour sauver l'UMP. Invité politique ce soir, Philippe Marigny, le président de la commission des finances du Sénat. Delphine Batho, fraîchement débarquée du gouvernement, tire à vue sur la politique de rigueur du couple exécutif Hollande-Hérault. Matignon réplique ce soir affirmant que cette éviction est uniquement liée aux déclarations de l'ancienne ministre sur son budget. Les détails dans le tour de l'info. François Hollande en Tunisie dans un contexte électrisé par le renversement de Mohamed Morsi en Égypte. À Tunis, le président français a rendu hommage au berceau des révolutions arabes et s'est gardé de condamner l'éviction des frères musulmans en Égypte. Invité ce soir, le spécialiste du monde arabe Jean-Paul Chagnolo, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La décision de l'ancien président n'a pas tardé. 2 heures après l'invalidation de ses comptes de campagne 2012, Nicolas Sarkozy démissionne avec fracas du Conseil constitutionnel. Le moment est politiquement important puisque l'ex-chef de l'État dit vouloir retrouver désormais sa liberté de parole pour se défendre. Moment aussi extrêmement délicat financièrement pour l'UMP avec une perte sèche de 10 millions d'euros. Jean-François Copé lance un appel à une souscription nationale. Les détails avec Paul Bouffard. C'est une première. Un candidat présent au second tour de la présidentielle qui voit ses comptes de campagne invalidés. Pour être remboursé, le candidat président Nicolas Sarkozy ne devait pas dépasser 22 509 000 euros. Un maximum autorisé fixé par la Commission nationale des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel, lui, estime qu'il y a eu dépassement, 466 000 euros de trop. Ici, on reproche à l'ancien président d'avoir confondu les dépenses du candidat Sarkozy et celles du président. Ce dépassement, il est constaté après l'adjonction d'un certain nombre de dépenses qui avaient été prises en charge par l'Union pour un mouvement populaire. Ce n'est pas la question de la porosité entre l'activité de candidat et les fonctions de président de la République. C'est donc uniquement un problème d'affectation comptable qui aboutit à un dépassement, je le rappelle, de 400 000 euros, c'est-à-dire 2% du plafond de dépenses autorisées. Et pour 2%, on prive le premier parti d'opposition républicain des moyens de fonctionner. Une décision lourde de conséquences, l'État ne remboursera pas à l'UMP 10,7 millions d'euros, une perte sèche pour le parti déjà dans le rouge après des législatives coûteuses, 14 millions d'euros. Alors cet après-midi, réunion de crise entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. Ce soir, devant les Français, le président de l'UMP lance un appel. J'appelle les militantes et les militants qui depuis tant d'années s'engagent sur le terrain au milieu des Français pour promouvoir les valeurs qui sont les nôtres. J'appelle aussi les Françaises et les Français à répondre à la grande souscription nationale que je vais lancer dès lundi afin de barrer la route à celles et ceux qui rêvent que d'une seule chose, voir l'espace politique français monopolisé par la gauche et par les partis extrémistes. Nicolas Sarkozy devra rembourser de sa poche la somme de 516 000 euros. Stupéfaction, c'est le sentiment qui hante le siège de l'UMP ce soir. Nicolas Sarkozy démissionne du Conseil constitutionnel. Selon son avocat, il souhaite vouloir garder sa liberté de parole et ne veut pas laisser sa famille politique seule dans cette épreuve. Et retour sur le plateau du 22h avec nos invités politiques. D'abord, Philippe Marigny, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, président de la commission des finances du Sénat. Avec nous également ce soir notre chroniqueur économique, Jean-Luc Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir Sonia. Professeur à Sciences Po et président de CAP. D'abord, Philippe Marigny, que pensez-vous de la décision du Conseil constitutionnel? Bon, sur le plan technique, juridique, moi, je ne vais pas la discuter. Je vois simplement que le total du compte de campagne de François Hollande est plus élevé que le total du compte de campagne de Nicolas Sarkozy et que apparemment la discussion aurait porté sur une question d'imputation de frais, d'imputation comptable, sans même mettre en cause ce que l'on pouvait craindre, le partage
entre les dépenses du président de la République, qui était Nicolas Sarkozy à ce moment-là, et les dépenses du candidat. Donc il me semble que le péché est relativement véniel et que c'est véritablement de l'acharnement du Sarkozy-bashing. Mais qui orchestrerait selon vous ce Sarkozy-bashing? Qui? C'est un ensemble de choses. Vous savez, il y a d'un côté des procédures judiciaires, il y a de l'autre cette décision du Conseil constitutionnel. À mon avis, tout cela ne va faire que renforcer la stature présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et pourtant, sur le papier, les sages sont au-dessus de la politique partisane. C'est la plus haute juridiction que vous remettez en cause. Je ne conteste en rien la légitimité des sages. D'ailleurs, il y a certaines de leurs décisions dont je me suis réjoui, sur certains sujets fiscaux par exemple. Là, je me borne à observer la nature de la décision, le sujet abordé et les conséquences. Et je dis, en m'extrayant de ce contexte, tout le Conseil constitutionnel, s'il a fait ça, c'est qu'il estimait devoir le faire, que certains pensent que Nicolas Sarkozy sera abattu. À mon avis, au contraire, on vient de lui rendre un réel service. C'est-à-dire, le service, allez jusqu'au bout de votre propos, votre pensée, c'est on lui facilite un retour. S'il reprend sa liberté, oui, il reviendra dans le débat peut-être plus vite qu'il ne l'avait pensé. Et je pense qu'il saura créer une dynamique, il saura faire bouger les lignes. On va reparler de l'aspect politique, mais vous qui êtes très à cheval sur les chiffres quand il s'agit, on le sait, de vérifier le budget de l'État et de dénoncer le moindre dérapage, écart, faux pas des socialistes au pouvoir, là, les sages ont aussi relevé un écart. Au nom de quoi faudrait-il passer l'éponge, même si c'est de quelques milliers d'euros? Je ne vous dis pas qu'il faut passer l'éponge. Vous m'interrogez sur le contexte politique et les effets de cette décision, je m'efforce de vous répondre. Il y a toute une ambiance ces derniers mois, et tout cela n'est probablement pas pure coïncidence, on ne me le fera pas croire, qui aboutirait à rejeter Nicolas Sarkozy de l'espace politique, de l'arène politique pour 2017. Eh bien, je crois que ce soir, la coupe déborde et que véritablement les conséquences de cette décision seront à l'opposé de ce que d'autres espèrent. Alors justement, Stéphane Rosas, la réaction de Nicolas Sarkozy n'a pas tardé. Démission immédiate du Conseil constitutionnel. Ancien président qui va donc probablement s'exprimer, se défendre. Ce qui est en jeu, c'est son avenir politique, son éventuel retour espéré. On l'a compris ce soir. Ce qui est en jeu, ce serait peut-être accorder trop d'importance à la chose. Ce qui est vrai, c'est que la symbolique n'est pas très bonne. Pourquoi? Parce que une partie de l'électorat de droite avait reproché durant le quinquennat précédent que le président de la République n'ait pas été suffisamment attentif à sa façon de porter la fonction au-dessus de sa personne. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la campagne. Et il est vrai, M. Marini a raison, que c'est relativement véniel, c'est-à-dire que des comptes avait été affecté à l'UMP en termes de conseil de la part d'un grand cabinet de conseil pour les législatives. Visiblement, c'était peut-être plus de la présidentielle, mais la symbolique quand même n'est pas très bonne parce que un président de la République qui démissionne du Conseil constitutionnel, et c'est bien normal, c'est difficile de rester dans une instance qui vous a effectivement retoqué, c'est quand même pas excellent. Alors on connaît Nicolas Sarkozy, on sait qu'il va jouer. Stéphane Rosas, parce que ce soir, Jean-Louis Debré précise que Nicolas Sarkozy ne peut pas démissionner en tant que membre de droit, il peut seulement ne pas venir siéger. Voilà pour la nuance, la précision. Voilà. Alors, ce qui est vrai, on l'a dit, d'autres commentateurs l'ont dit, il va reprendre sa liberté de parole. Ceci dit, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy, jusqu'à maintenant, ait été retenu par quoi que ce soit en la matière. Alors, c'est vrai qu'il y a une réflexion dans son entourage sur le timing, sur le bon timing du retour. Et peut-être que ce timing a été bousculé ce soir. Oui, mais il aurait tort de considérer que c'est l'extérieur qui définit ce qu'il y a de mieux pour lui en termes de retour. Il s'agit de questions lourdes et notamment une des questions importantes dans justement ce devoir d'inventaire qui doit se faire, c'est la question de la symbolique et de son rapport à la fonction présidentielle. On va revenir, oui, excusez-moi Stéphane, Jean-Louis Gombault quand même sur cette décision. L'UMP, votre parti, Philippe Marini, se retrouve au bord du gouffre financier. C'est le scénario catastrophe pour le parti.
Vous savez, est-ce que la force d'un courant politique dépend du nombre de permanents qu'il a, du budget qu'il peut engager? Oui, diront une force certains. politique, c'est surtout une question de conviction. L'argent n'est C'est une pas le question nerf de la guerre. militantisme. Mais ce n'est pas tout. Je crois que l'on ramène trop la politique à des budgets, à des dépenses. C'est M. Marini. On dépense probablement trop d'ailleurs en politique, ce qui parfois. L'UMP doit donc baisser ses dépenses, écoutez, tout comme l'État. Manifestement, oui, mais à mon sens, il y a eu beaucoup trop de dépenses de fait par les différentes formations, sans contenu, sans message. L'essentiel, c'est le message. Ce sont les idées. Malgré tout, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'UMP, Jean-Luc Gombault. Elle perd 10 millions. Oui. Donc, et alors, elle doit être d'autant plus, à mon avis. M. Copé n'avait pas l'air très en colère. En tout cas, il n'a pas contesté la décision du Conseil. Il a dramatisé. Il a dramatisé d'enjeux, et il lance un emprunt. Voilà. Il appelle ses militants à lancer un emprunt. Il y a 10 millions. Déjà, l'UMP a perdu pas mal d'argent avec la perte des élections législatives. Et son budget, je crois, a été réduit à 35 millions d'euros. Et 14 millions de dotations perdues suite aux élections législatives. Mais je reviens aussi sur l'aspect très équilibriste de la décision du Conseil constitutionnel et très subjective par certains endroits quand même, parce que c'est vrai, quand vous dites, par exemple, dans le Conseil constitutionnel nous dit, dans le meeting du Villepinte, il y avait 50% pour l'UMP, 50% pour les comptes de campagne de M. Sarkozy. En réalité, il faut compter 80% pour les comptes de M. Sarkozy et simplement 20% pour l'UMP. Alors, mais pourquoi 80% et pourquoi pas 50%? Donc, et on prend toutes les décisions, que ce soit les réunions de M. Guénaud, les histoires de tracts, les sondages. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a un vide, Philippe Marini, qu'il faut peut-être des règles, une frontière claire entre les moyens alloués au mandat du président et les moyens de campagne. Écoutez, je me borne à observer que jamais le compte de campagne d'un candidat élu n'a été rejeté, et il me semble que si l'on allait rechercher dans les dossiers comme les spécialistes le feront dans l'avenir, eh bien on trouverait des sujets au moins aussi litigieux que ces clés de répartition. Alors j'ai un peu... je me pose un peu la question, avec tout le respect que je dois au Conseil constitutionnel, de savoir s'il n'y a pas un peu deux poids et deux mesures. Je vous pose la question, est-ce que c'est une appréciation subjective des sages? Est-ce que c'est une décision, selon vous, motivée politiquement, Philippe Marini? Je n'en sais rien, mais j'ai le sentiment que la sévérité comptable, au plan de la comptabilité analytique, de la décision... Que de précision pour dire le fond de votre pensée, que de précaution, pardon. Mais je pense que cette comptabilité analytique si subtile est peut-être une sorte de prétexte. C'est ce que je ne peux m'empêcher de penser. Enfin, en tout cas, je n'ai pas le sentiment que ce soit une jurisprudence fondamentale sur le plan du droit. Et en tout cas, il ne me semble pas que l'on puisse reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir confondu l'argent de l'État, l'argent du parti ou celui du candidat. Parce que pour l'électeur, l'argent du parti ou celui du candidat, c'est quand même assez voisin. Oui, c'est vrai, on verra peut-être les prochaines décisions du Conseil constitutionnel, mais effectivement, dans le passé, M. Marini le dit, notamment on a entendu des propos concernant la campagne d'Édouard Balladur, qui montrait qu'il fut une époque où le Conseil constitutionnel pouvait être moins regardant. Alors c'est peut-être une bonne chose qu'il le soit plus. À Jacques Chirac et François Mitterrand, comme ça il y aura des deux côtés. Alors ça peut être une bonne chose qu'il le soit plus, mais alors du coup ça veut dire qu'il le soit de façon constante. Et ensuite, donc il y a ce soir une jurisprudence Sarkozy, je crois qu'il y a sans doute une nouveauté, effectivement, il faut reconnaître ça, dans la façon, je dirais, très rigoureuse. Alors si ça appelle une constance, très bien. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça donne matière et ça peut donner plus matière à suspicion. Mais est-ce que c'est rigoureux? C'est ça qui est contesté. Alors, sur le site, si les mêmes critères si c'est le site internet pour M. Hollande et pour M. Sarkozy, c'est bien. Alors ensuite, c'est des critères qui sont effectivement assez compliqués. Pourquoi, vous le disiez, pourquoi 60%, d'où la nécessité d'établir des règles claires et une frontière. Oui, mais je vois. Est-ce que c'est possible?
C'est ça la question, c'est-à-dire que... c'est possible, oui, parce que les règles, cher ami, les règles ne valent seulement que pour la prochaine fois où effectivement les trésoriers sont très attentifs et connaissent ces règles. Ce qui pose toujours problème, c'est quand les règles changent un tout petit peu en cours de route. Moi, j'ai connu ça personnellement avec la commission des sondages qui avait changé en cours de campagne de règles. Et ça, c'est absolument anormal. Donc il faut que les règles soient constantes, il faut que l'État fixe des règles constantes sur ces questions-là. Je reviens maintenant à la suite. Philippe Marini, la suite politique. Nicolas Sarkozy qui dit désormais qu'il va s'exprimer librement, qu'il n'est plus soumis au devoir de réserve. Que doit-il, selon vous? Que peut-il dire? À mon avis, il y a deux conséquences. D'une part, en effet, une certaine dramatisation. Et on a vu dans les épisodes électoraux récents que l'UMP, qui, à mon avis, va être encore plus soudé compte tenu de cet événement. Encore plus soudé. Vous l'espérez, c'est un souhait. Je pense que c'est un effet mécanique de ce qui est en train de se passer. Donc nous avons eu la possibilité de stabiliser notre direction, de réaliser l'union. À mon avis, nous allons être dans l'épreuve encore plus soudés. Et pour nos militants, ce sera une motivation supplémentaire. Vous pensez donc que cette souscription nationale peut motiver les militants, les partisans qui vont mettre la main à la poche pour leur ancien champion? Mais sûrement, parce que regardez le paysage politique, mettez-vous dans l'esprit de quelqu'un qui est dans l'opposition aujourd'hui, avec ce qui se passe, tout ce vaste espace positif, tout ce vaste espace politique à la veille des municipales et des européennes, il est absolument essentiel que l'UMP puisse l'occuper. Et cela dépend de nos militants, de nos sympathisants. Cet appel... 10 millions d'euros. Je ne sais pas combien il y a de militants à l'UMP, ça ne doit pas être difficile à trouver. 160 000. 160 000, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc 100 € par militant, ça ne doit pas être trop compliqué à trouver en moyenne. Pour conclure, Philippe Marini, désormais, est-ce que vous dites ce soir qu'il y a une jurisprudence Sarkozy? J'imagine que vous serez très attentif dans quelques années à l'entrée en campagne du président sortant, ce sera François Hollande. Voilà, eh bien, j'espère que, en effet, la pratique du Conseil constitutionnel n'aura pas changé entre-temps et qu'il y aura une permanence de méthode à l'égard des futurs candidats. Et en même temps, j'espère que Nicolas Sarkozy, en quelque sorte aiguillonné par cette décision, eh bien, va reprendre le chemin du débat public. Voilà, vous l'avez dit, c'est votre souhait. Merci beaucoup Philippe Marini d'avoir été notre invité. Merci pour vos analyses, Jean-Louis Gombault et Stéphane Rosès. La suite du 22h et on évoque à présent le déplacement de François Hollande en Tunisie. Un voyage de 2 jours dans un contexte électrisé par le renversement de Mohamed Morsi en Égypte. À Tunis, le président français a d'abord rendu hommage au berceau des révolutions arabes. La Tunisie est bien sûr. La question de la réaction de la France à l'actualité égyptienne lui a été posée. Le chef de l'État s'est gardé de condamner l'éviction des frères musulmans. Position prudente. Donc ce soir, on écoute François Hollande. C'est un échec quand un président élu démocratiquement, c'était le cas de M. Morsi, est déposé. Ce qui compte, c'est que l'armée, qui a pris donc la responsabilité de déposer le président, d'en appeler à un nouveau président qui était celui de la Cour constitutionnelle, d'organiser au plus tôt, dans des conditions irréprochables, des élections. Et notre invité ce soir, Jean-Paul Chagnolot, bonsoir et bienvenue, professeur des universités, directeur de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Évoquons d'abord, Jean-Paul Chagnolot, ces réactions gênées, prudentes des Occidentaux sur le renversement égyptien. Les Américains comme les Européens, et notamment les Français, on vient d'entendre François Hollande, sont dans l'attente de ce qui va se passer, relégués au rôle de commentateurs. C'est le cas ? Écoutez, la situation est très particulière. On pourrait presque dire, en faisant un oxymore, c'est un coup d'État démocratique. Et donc, dans coup d'État démocratique, on tire dans 2 directions différentes. D'un point de vue juridique et politique, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un coup d'État à tous égards. Mais d'un point de vue plus global, c'est vrai qu'il y a tout un segment de population extrêmement important, des foules énormes, qui viennent soutenir l'armée. Et puis, on a vu le maréchal général Sissi qui est entouré
des dignitaires religieux, de Baradaï, enfin bref, tout ce qui peut sembler être et représenter l'unité de l'Égypte. Donc il y a quelque part le peuple avec, donc c'est un coup d'État démocratique, mais je pense que cet oxymore c'est hybride en fait. Cache quelque chose de grave, parce qu'il faut voir maintenant les conséquences, les implications, surtout si l'armée a commencé, comme je crois que c'est le cas, à arrêter un certain nombre de responsables politiques. Donc là, du coup, on va plutôt vers le coup d'État. Donc il y a une dialectique compliquée, et ça explique que, par exemple, Berlin dit que c'est un coup d'État, et puis aux États-Unis, on est beaucoup plus réservé. Philippe Marini, quel est votre avis? On a entendu François Hollande très prudent sur la question. Il ne condamne pas justement l'éviction de Mohamed Morsi. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? Wait and see. Voyage en Tunisie, il est un peu à contretemps, ça. Bon. Mais je pense surtout que les frères musulmans étant sous le contrôle du professeur la maison mère d'un certain nombre d'autres entités nationales, que ce soit en Syrie, le cas échéant en Irak, en Jordanie, les conséquences de leur éviction du pouvoir en Égypte vont transformer la donne dans l'ensemble du Moyen-Orient et dans les pays que j'ai cités. C'est le cas? C'est plus compliqué, je pense, pour une raison simple, c'est que si on regarde ça d'un point de vue de démocrate, eh bien, la légitimité, quoi qu'on en pense, est évidemment du côté du président Morsi. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est une autre question. Et donc là, nous sommes dans une autre logique, c'est-à-dire qu'il y a tout de même eu une mise à l'écart par la force d'un président élu. Donc les frères musulmans vont avoir des réactions, et c'est vrai un peu partout, mais qui peuvent être extrêmement diversifiées. Et il y a un mot qu'a prononcé Morsi qui était intéressant, il a dit « nous allons résister pacifiquement ». Et donc on peut se poser la question, il se peut qu'il y en ait qui n'aient pas envie de résister pacifiquement. Il y en a. Voilà un peu la boîte de Pandore. Jean-Claude tendu ce soir avec l'appel des frères musulmans à manifester demain massivement. Quel visage offre l'Égypte aujourd'hui? Est-ce qu'il est rassemblé, comme on a entendu de nombreux Égyptiens nous le dire, ou est-ce que c'est un visage divisé? Je crois qu'il est clair que l'Égypte aujourd'hui est divisée et que le seul moyen de sortir d'une crise de cette ampleur, c'est évidemment, si on veut être démocrate, de nouvelles élections. Et si la feuille de route, comme l'on dit maintenant, est respectée, si l'armée continue d'avoir ce rôle de régulateur qui consiste à empêcher les violences et faire en sorte que la démocratie puisse retrouver son chemin à travers les élections législatives et présidentielles, bon, on peut espérer que cette division va peut-être trouver une issue. Et puis je crois que, fondamentalement, ce qu'il faut pour des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme beaucoup d'autres, qui se retrouvent pour la première fois face à elles-mêmes. C'est la première fois depuis les origines de ces pays, depuis leur indépendance, qu'il y a une expression pluraliste et ces sociétés se retrouvent face à elles-mêmes. Et par conséquent, je crois vraiment qu'il faut essayer d'imaginer ce que peut être un compromis historique, pour reprendre un langage d'il y a très longtemps. C'est ce que, par exemple, Baradaï est en train de dénoncer. Il veut essayer de rassembler. Mais on ne peut pas rassembler si on met en prison des responsables de quelque parti que ce soit. Mais ces partis, il ne faut pas oublier, ils ont eu 25, 30 ou 40%. Ça pose un problème majeur quand même. François Hollande a dit que la Tunisie était la pionnière dans les révolutions, c'est le cas. Il a encouragé le processus de transition, mais ce processus, il peine à s'écrire. La Constitution fait l'objet de plusieurs brouillons. Économiquement, le pays est sous perfusion. La justice transitionnelle a plusieurs fois franchi la ligne blanche. Nous avons, franchement, je crois que nous avons deux pôles dans ces sociétés. Et il faudra du temps, sans doute, pour qu'ils puissent se trouver ensemble, en quelque sorte. Nous avons un pôle islamiste qui est lui-même composite, parce que si on regarde à peu près, c'est très, très démultiplié. Et puis un pôle libéral qui lui-même est composite. Par exemple, le Front du Salut National en Égypte, il y a des socialistes. C'est un peu comme si monsieur était avec Mélenchon, quoi. C'est pas forcément... Il a du mal à l'imaginer. Non, mais je veux dire, j'essaie de prendre des images qui parlent. Même si on vote parfois de la même façon, mais pour des raisons opposées. Je suis sûr que pour des raisons nationales, ils trouveraient un chemin commun. Mais sur le plan politique, ils ne seront pas d'accord. Il y a une question qui est sur toutes les lèvres, c'est le bilan de l'islam politique. Les islamistes confrontés à la dure réalité du pouvoir, de Tunis au Caire, en passant par bien d'autres capitales. Mais s'agissant de l'Égypte, les frères musulmans, c'est un mouvement extrêmement important dans la vie égyptienne, la vie sociale, politique, religieuse depuis les années 1920. C'est la première fois dans l'histoire qu'ils ont accédé au pouvoir. Et c'est un échec total. Je veux dire qu'à partir du succès électoral, élections législatives, élections présidentielles, l'inaction économique, l'incapacité à négocier avec notamment le Fonds monétaire international pour réformer l'Égypte,
un budget qui continue à consacrer, si je ne me trompe, le tiers de ses ressources pour subventionner des produits de consommation et de l'essence. C'est-à-dire une situation d'impasse. Oui, moi je crois que si on fait le bilan de Morsi, il est calamiteux, et sur le plan des droits de l'homme, et sur le plan du tourisme et tout ça. Sauf que, quel parti, aujourd'hui je ne tiens pas à défendre Morsi, mais quel parti en un an aurait pu obtenir vraiment des résultats? C'est-à-dire qu'on est vraiment, si on veut on lui reproche chasser, surtout des manquements pour les libertés, oui, sur les libertés, etc. Mais si on veut chasser, si on veut chasser un président élu, on le fait battre, soit par des législatives à venir, car il y avait des législatives qui étaient prévues, on aurait peut-être une cohabitation, mais cette façon de faire, à mon avis, peut engendrer. Alors peut-être que ça va bien se passer, on ne sait jamais, le pire n'est pas certain, mais ça fait courir des risques à cette démocratie naissante, et je crois qu'il faut encore rappeler l'idée que nous sommes dans un processus démocratique radicalement nouveau et qui doit apprendre à se construire. Vous l'avez rappelé. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Chagnollo. Merci Philippe Marny d'être resté avec nous. On arrive à la fin de cette édition, mais d'abord, regardez tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Cécile Sixou. Elle avait juré de tout dire sur son limogeage. Après son départ précipité du ministère de l'écologie, Delphine Batho s'est expliquée lors d'une conférence de presse cet après-midi. Face aux journalistes, elle a dénoncé son éviction du gouvernement après avoir critiqué le budget de son ministère. Je n'ai commis mardi matin ni une erreur, ni une faute. Je n'ai pas davantage manqué à la solidarité gouvernementale. Accusant le gouvernement de pratiquer la rigueur sans le dire, l'ex-ministre de l'écologie dénonce également le poids des lobbies. Elle devrait retrouver son siège de députée des Deux-Sèvres. Dans la nébuleuse des affaires Bettencourt, Éric Woerth, l'ancien ministre du Budget, et Patrice Demestre, l'ex-gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, seront bien sur le banc des accusés dans un volet bien précis. Poursuivi pour trafic d'influence en correctionnel, il est reproché aux deux hommes un échange de bons procédés. Une légion d'honneur pour Patrice Demestre contre un emploi à L'Oréal pour la femme d'Éric Woerth. Le 10 mai, le parquet de Bordeaux avait demandé un non-lieu, mais les juges d'instruction n'ont finalement pas suivi cet avis. Il n'y aura pas de réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour le moment. Le gouvernement en a décidé ainsi après le vote au Sénat aujourd'hui d'un texte vidé de sa substance par l'opposition qui a réussi lors de l'examen par un jeu d'amendements et grâce au ralliement de sénateurs radicaux à imposer son texte. Un vote qui déçoit profondément Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Les dispositions qui ont été adoptées par le Sénat changent profondément la nature de la réforme. Par conséquent, non, je ne peux pas vous dire que j'en sois satisfaite. Les conditions ne sont pas réunies pour obtenir la majorité nécessaire des 3/5 du Congrès. La procédure est donc remise à plus tard. Fleury-Mérogis, ici, il y a près de 4000 détenus. Aujourd'hui, le président du Sénat et le sénateur André Valigny sont venus observer et vérifier les conditions dans lesquelles travaillent les surveillants et le personnel, mais également la situation des détenus à quelques mois de l'examen par le Parlement de la réforme pénale. Avant le début de l'automne, ce sera donc clairement exprimé. Tous les sénateurs devront se rendre dans un centre de détention pour faire avancer ce sujet essentiellement. Faire avancer ce sujet, la France fait encore figure de mauvais élève en Europe. Elle est régulièrement épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions indignes de ses prisons. Et voilà pour l'actualité de ce jeudi. On arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Douce et belle soirée. À lundi, avec plaisir.